les petites fiches là quand on arrive en cours où on dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Chirurgien, mais je disais même chirurgien esthétique. Je ne voulais faire que ça. Et quand je reçois des petites jeunes filles à qui j'ai effectivement refait le nez à 19 ans parce qu'elles sont très complexées et que après elles ont un élan dans leur vie professionnelle, dans les études, etc. parce qu'elles reprennent confiance en elles, ben moi ça me plaît et j'ai pas l'impression de servir à rien, j'ai l'impression de faire un joli métier. Mais je suis toujours encore, pendant toutes ces années d'études, un peu l'outsider de la fac. Parce que tout le monde est fils de médecin, radiologue, etc. Et en fait, t'arrives en stage et ils connaissent déjà toutes les pathologies. Tu sais, quand t'as les professeurs qui disent « Vous connaissez ?» Oui, ben ils connaissent tout. C'est pas possible, ils connaissent tout. Mais je connais rien, je vais jamais y arriver. En fait, cette dame, elle a fait son IRM et elle avait une tumeur au niveau de l'œil. Elle était peintre. Et mon pote a vu la tumeur immédiatement, il l'a adressée à l'hôpital dans la journée, elle a été opérée le soir. 3 semaines après, je reçois une lettre et j'en ai pleuré parce que c'était touchant, parce qu'elle m'a dit « Vous m'avez sauvé la vie et la vue ». Du coup, elle a pu garder son œil. J'ai l'impression que quand je leur dis quelque chose, en tout cas, c'est pris très au sérieux et ça soulage beaucoup parce que j'ai beaucoup de patients qui me disent « Venant de votre part, ça me fait un bien fou ». Bienvenue sur High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Ren. Salut. Trop content de t'avoir. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de profil comme le tien sur le podcast. Oui, d'ailleurs, je me demandais pourquoi vous m'invitiez. Parce que alors, j'ai beaucoup de chance, moi, de t'avoir rencontré à plusieurs endroits. Je vais pas te présenter, pour pas te présenter, j'ai pas te te présenter non plus, pour pas que cet exercice soit, en fait, moi, je trouve très embêtant. Et dans le podcast, ce qui est cool, c'est que c'est une des particularités du podcast, c'est qu'on présente pas les invités. Le podcast est fait pour qu'on puisse te découvrir aussi. Et je vais directement rentrer dans le vif du sujet en te posant une question relativement deep. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as réussi à devenir la personne que tu voulais quand tu étais plus petit? Alors, sympa la question là pour commencer. Direct. Je sais pas si j'ai atteint un de mes rêves effectivement parce que j'ai toujours rêvé d'être médecin et je dirais même plus, j'ai toujours rêvé depuis tout petit être chirurgien, plasticien et réparateur. Donc c'est vrai que la réparation pour moi c'était mon leitmotiv depuis tout petit, depuis que j'ai 6-7 ans. Et pour cela, effectivement, j'ai atteint un de mes objectifs. Après, je suis heureux dans ma vie professionnelle et également dans ma vie personnelle. Donc, on peut dire que pour l'instant, tout va bien. Je sais pas si j'ai atteint mon but, mais en tout cas, tout va bien. Trop cool. Quand tu étais plus jeune, ouais. Parce qu'en fait aujourd'hui tu es chirurgien, ouais. Esthétique et réparateur. Ouais. Il y a beaucoup de clichés autour de cette profession. Est-ce que c'est une question que je pose très souvent, mais est-ce que tu étais un peu prédestiné à devenir chirurgien esthétique? Est-ce que ton entourage aujourd'hui, ton environnement a fait que ça a été un peu plus facile ou pas du tout? Alors, absolument pas. D'abord, je sais pas si j'étais prédestiné, peut-être que oui. En tout cas, c'est un truc qui était en moi depuis tout petit. En fait, quand j'avais 6-7 ans, j'étais déjà très très impressionné par la peau. Pour moi, c'était un organe. Enfin, un chirurgien plasticien, c'est chirurgien de la peau. C'est un organe à part entière. Et j'avais eu un de mes camarades de classe qui était absent pendant 2-3 semaines quand j'étais tout petit. Et à la fin, je m'inquiétais. Je demandais à la maîtresse, mais il est où? Je donnerai pas son nom. Écoute, on peut pas t'en parler. Et finalement, en fait, j'ai appris avec du recul qu'il avait été hospitalisé au Grand Brûlé et qu'il avait été brûlé sur une partie de son corps et qu'il avait eu des greffes de peau. Et en fait, ces mots ont résonné très très fort dans ma tête. Et ça a été un peu le déclencheur de quelque chose qui m'attirait comme ça, l'organe, la peau, la surface du corps et tout. J'étais toujours attiré par la médecine, mais là, c'était une chirurgie qui m'intéressait. Et après, de fil en aiguille, j'ai personne dans ma famille qui est médecin, absolument aucune connexion ni rien du tout. Je pars de absolument rien du tout. Juste, je sentais que c'était ma voie depuis vraiment tout petit. Et après, au fil des années, il y a eu 1 milliard de trucs qui se sont passés et qui m'ont connecté sur une voie et ça a marché. Tu viens d'où à l'origine? Alors moi, je suis banlieusard, je viens de Sarcelles. Je suis né dans les années 80. J'ai 41 ans là, et je venais de banlieue. J'avais pas mon père. J'avais élevé par ma mère 3 garçons toute seule. Ma maman était prof et on vivait dans un HLM à Sarcelles en cité. Et tout s'est très bien passé, donc il n'y a pas le cliché de la cité du tout. On était très heureux, mais c'est vrai que je faisais partie des
des bons élèves du lycée et un peu le geek, pas geek, je dirais le premier de la classe, quoi. Un peu sérieux, alors que j'avais mon grand frère pas très sérieux, le petit moins, et moi j'étais un peu le petit sérieux de la famille. Mais j'ai toujours baigné dans un univers, voilà, j'avais la niaque, ma mère m'a toujours poussé à bosser, mais poussé sans trop pousser parce que j'avais l'impression que c'était un peu spontané et naturel chez moi de travailler. Et j'ai pas l'impression d'avoir souffert ou d'avoir. C'était simplement ma voix qui était comme ça. J'ai toujours eu envie de faire médecine et donc je me suis donné les moyens de réussir, quoi. Et quand on veut devenir chirurgien, quand on va aller vers ça et quand on habite dans cet environnement, est-ce que j'ai beaucoup cohabité dans ce secteur-là. Je vois comment ça se passe. Je crois que j'ai très peu d'amis, voire personne, qui, dans mon entourage à cette époque-là, voulait devenir chirurgien ou en tout cas imaginer ne serait-ce que c'était potentiellement possible. Il y avait toujours cette idée de... je crois que c'est même pas arrivé. J'ai même pas eu une discussion avec certains de mes amis qui voulaient devenir chirurgien comme toi. Alors, je sais pas, c'est très paradoxal. Donc, il y a eu cet élément déclencheur quand j'étais petit, à 6-7 ans. Ensuite, moi, j'étais beaucoup aussi chez mes grands-parents parce que ma mère travaillait beaucoup et qu'elle était toute seule à nous gérer. Donc, j'étais un peu aussi géré par mes grands-parents. J'ai vu 1 ou 2 films. Il y a un film comme ça que j'ai vu quand j'étais tout petit qui m'a un peu retourné le cerveau. C'était un film avec Bourvil et Michel Morgan qui s'appelle Le miroir aux 2 faces, je crois, où Michel Morgan, ils l'ont déguisé en femme très, très vilaine, qui se fait renverser dans Paris dans les années 60 par une voiture. Et en fait, c'est un chirurgien esthétique qui la renverse. Et pour se faire pardonner de l'avoir renversée, finalement, lui propose de lui refaire le visage. Et elle quitte Bourvil, avec qui elle est mariée, pour se marier avec le chirurgien. Elle tombe amoureuse de lui et tout. Et donc, il y avait cette espèce d'atmosphère comme ça, un peu esthétique aussi, mêlée à la réparation. Et aussi volte-face qui m'a un peu boosté. Donc tous ces petits facteurs comme ça, la volonté de faire médecine, tous ces éléments m'ont donné envie pas de changer l'apparence des gens, mais en tout cas de travailler sur la plasticité, sur la peau. Et quand tu le disais publiquement, complètement. Je veux devenir chirurgien. C'est-à-dire que là, je veux devenir médecin. Tous mes amis d'enfance avec qui je suis encore ami me ressortent des fois à mes anniversaires des photos où je gribouillais des trucs dans mes cahiers et tout, et on a même dans leurs cahiers à eux. Et oui, non, c'était officiel. Les petites fiches là, quand on arrive en cours où on dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Chirurgien, mais je disais même chirurgien esthétique. Okay. Je disais pas chirurgien cardiovasculaire, je ne voulais faire que ça. Et ça, c'est une passion, je peux pas l'expliquer, ça m'a toujours attiré. Et je pense aussi qu'il y a aussi une participation un peu privée, parce que moi-même, je me suis fait opérer. Et en fait, j'avais le nez avec une bosse énorme et qui m'a toujours complexé depuis que j'étais tout petit. Et en fait, je sais pas si j'étais attiré par le fait que j'allais me réparer moi-même et que j'allais réparer les autres. En tout cas, ce milieu-là, ça m'attirait, ça me happait. Et d'ailleurs, voilà, même petit, je voulais absolument me faire opérer. Et c'était un peu confus dans ma tête. C'était, je veux me faire opérer, en même temps, je veux apprendre comment on opère. Et finalement, j'ai fait les deux. J'allais te poser la question, est-ce que toi, il y a quelque chose, donc c'est bien, tu réponds à la question. Tu l'as fait tôt? T'as eu parce que non, finalement... je l'ai pas fait tôt parce que, en fait, si, j'ai consulté très tôt, une première fois à 18 ans, parce que ma mère était quand même, dans les années 90, à 18 ans, tout le monde ne se refait pas le nez. On n'est pas dans la même époque. Ouais, totalement. Mais ma mère, elle comprenait le truc du complexe, etc. Et pour elle, c'était pas, si t'as envie, on va aller consulter. Et je me rappelle, je suis rentré alors, ce qui est drôle aussi, c'est que j'ai consulté le professeur Mimoun, qui est devenu mon patron. Donc, je suis allé consulter la personne avec qui j'ai bossé 15 ans plus tard, mais sans forcément qu'il y ait de lien. Il le savait même pas, lui. Et en arrivant, je me rappelle très bien à 18 ans. Donc, on est devant le bureau comme ça, et ma mère dit, moi, j'ai rien à dire, parce que moi, tout va bien. Il veut se faire refaire quelque chose, il parle. Et donc, du coup, j'ai dû expliquer les motivations, etc. Et finalement, je l'ai pas fait. Et finalement, je l'ai fait 10 ans plus tard, parce que ça me trottait toujours dans la tête. Voilà, j'étais complexé et c'était plus facile parce que j'avais 28 ans, j'avais déjà embrassé, j'étais déjà en médecine interne, okay. etc. Et c'est comme ça que je l'ai fait, quoi. C'est à cet âge-là, en plus à l'époque, franchement, là aujourd'hui c'est un peu plus dans les mœurs, on va dire, c'est rentré peut-être même un peu trop, peut-être on ira sur le sujet, mais là, à cette époque, d'y aller, en plus... les mecs commencent à y aller de plus en plus. À l'époque, c'était déjà très, très, très avant-gardiste. De dingue.
Mais après, je peux pas te l'expliquer. Après, j'avais besoin de ça, je pense, pour me réparer. Je regrette un seul truc, c'est de pas l'avoir fait à 18 ans et de l'avoir fait à 28, parce qu'en fait, finalement, j'ai vécu 10 ans avec quelque chose qui me complexait fortement et qui enlevait vraiment toute la confiance. Parce que, en vrai, on a beaucoup de clichés sur la chirurgie esthétique, mais pour moi, c'est une chirurgie qui répare les gens et qui répare. Alors effectivement, des fois, ça peut être très superficiel, mais ça répare quand même de l'intérieur. Et pour moi, mes collègues et moi-même, on répare les gens, même si y a des excès qu'il faut dénoncer, il y a tout ça. Mais il faut quand même laisser vraiment place à notre... moi, je suis fier de ce qu'on fait. Et quand je reçois des petites jeunes filles à qui j'ai effectivement refait le nez à 19 ans parce qu'elles sont très complexées et que après elles ont un élan dans leur vie professionnelle, dans les études, etc., parce qu'elles reprennent confiance en elles, ou en eux d'ailleurs, parce que les garçons aussi, moi, ça me plaît et j'ai pas l'impression de servir à rien. J'ai l'impression de faire un joli métier. On va aller sur la partie pro, mais je vais d'abord aller rester un peu sur cet aspect. Tu parles de confiance. Toi, quand t'étais jeune, ce rapport à la confiance, c'était quoi? Comment tu te sentais? Est-ce que tu avais beaucoup de confiance? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'étais le deuxième déjà. Quand on a une position de deuxième au sein de la fratrie, c'est pas toujours facile. J'avais mon père qui était parti quand j'avais 3 ans, donc j'avais que la présence maternelle, et j'avais un grand frère qui était un peu le beau gosse, un peu il jouait au foot, il jouait parfaitement au foot, très fort à l'école, tout ça, et moi j'étais un peu le second. Et c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup confiance en moi, mais bon, j'étais quand même entouré. Et finalement, avec le temps, la confiance, elle s'acquiert avec l'âge. Et j'ai l'impression d'avoir la confiance en moi depuis pas si longtemps que ça, finalement. Et comment t'as fait pour grandir sur cet aspect-là? J'ai l'impression que c'est beaucoup l'aspect professionnel et le respect autour de moi. J'ai vu, au début c'était un peu drôle, je voulais faire médecine. Ensuite, quand t'es vraiment dans les études et toute ta famille te pose des questions dès qu'il y a un truc, etc. Et finalement, ça te donne un rôle dans sociétal et aussi familial, parce que tu deviens un peu le médecin de la famille, même si je suis pas médecin généraliste, mais c'est vrai que j'aide tout le monde, je m'occupe de tout, dès qu'il y a quelqu'un qui a un petit truc, c'est moi qui vais gérer, etc. Et du coup, le fait d'avoir une position quelque part, finalement, ça aide. Finalement, est-ce que ce serait, parce qu'en fait là vous êtes 3, et finalement quand on est deuxième, en tout cas dans ce que moi je comprends, peut-être qu'on a premier, on est le premier de la famille, on est reconnu comme le premier. Le dernier de la famille, c'est le dernier, c'est le petit chouchou. Finalement, le deuxième, il a ce cul entre deux chaises est-ce que finalement, t'as pris confiance, que t'as pu avoir aussi cette reconnaissance où t'étais reconnu, pas forcément reconnu dans le sens famous, tu vois, mais reconnu comme étant quelqu'un, il a sa place, il a trouvé sa place. Ouais, je pense que c'est ça, je pense que pour trouver ma place, j'étais pas bon en foot, j'étais pas bon en sport, j'étais pas bon dans d'autres trucs, mais finalement, je me suis trouvé ma place dans les études et avec une volonté vraiment de réussir très fort. Mais je sais pas, ça venait un peu spontanément quand même. Hein. J'étais pas en train de me torturer l'esprit pour travailler, j'étais simplement un peu studieux, quoi. Quand on veut devenir médecin et que petit défi de confiance, franchement, je pense que tout le monde. Personne ne répond. Moi, quand j'étais petit, j'avais une super confiance en moi. En tout cas, j'ai pas encore eu l'occasion d'entendre ça. L'environnement, contexte familial aussi, c'est pas évident. Ta maman elle est toute seule. C'est un coût. Comment on arrive à aller à la fac? À la fac et tout ce qui suit derrière. Parce qu'il y a Alors moi, je me suis heurté. Moi, je venais vraiment de banlieue. Je te dis la vérité, quand j'allais à Paris, c'était genre, waouh, tu vas à Paris. Mais je me suis pas douté qu'il y avait des différences aussi fortes. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à la fac, moi, je suis arrivé. Bon, j'ai eu mon bac avec mention, etc. Tout s'est très bien passé. À Sarcelles, j'étais un peu, il a eu la mention, genre limite il y avait une prime à la mairie parce que j'avais eu une mention, genre ça, tu vois. Et donc j'arrivais un peu, j'étais bien quoi, j'étais confiant, j'étais confiant. Et du coup je commence à la fac, elle commence, je pense en octobre, quelque chose comme ça. Et là j'arrive au premier cours à la fac. Bon déjà je vois que tout le monde court pour avoir les meilleures places et tout. Je fais c'est quoi ce délire et tout. Donc c'est un vrai concours, la première année de médecine. Et en fait je m'aperçois que tout le monde connaît les cours et tout le monde a déjà les cours. Et là je dis mais c'est quoi ce truc? Et en fait
Bah, moi, je viens de banlieue, je connais pas. Il y a pas beaucoup de gens qui font médecine en banlieue. C'est pas genre dans ton lycée, tout le monde parle de ça. Ouais, l'année prochaine, on va à Bichat, faut faire ci, faut faire ça. Je ne connais rien. Et en fait, tout le monde achète des cours. Les cours des gens qui sont de la précédente promo pour avoir les cours déjà faits sur papier. Et ils ont tous fait des classes de prépa avant les cours, payées par les parents. Chose que je ne connais pas. Donc je me viande totale la première année. Enfin totale, non, j'exagère, mais vraiment, je me mange une belle raclée. Comment tu le vis? C'est-à-dire que t'arrives, tu découvres ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ou dans les premiers mois Non, en fait, je me dis, mince, j'étais pas préparé, mais je me dis pas, j'ai pas de chance. Je me dis juste, ah mince, je suis pas préparé en fait. Et du coup, je me dis, bon bah tant pis, je perds un peu le pied quand même. Et je me dis... Quand tu dis faire pied, ça veut dire... Bah, c'est-à-dire que je me dis, bon, bah, laisse tomber, c'est mort, tu vas jamais y arriver. Enfin, ils sont tous devant toi, quoi. C'est... Parce qu'on a un classement, etc. Et donc, Les derniers à un moment ou même pas? Je suis pas loin. Ouais. Je suis pas loin. Okay. Et je me dis, mince, bon, là, le premier semestre, c'est irrattrapable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Hein. Et en fait, au lieu de me dire, j'arrête, je me dis, OK, j'arrête de bosser autant. En fait, je vais me trouver un job. Et je vais bosser pendant 4-5 mois. Et avec cet argent, je vais me payer la prépa pour l'année d'après. Ok. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu... du coup, en fait, ce que je me suis dit, j'ai dit, j'arrête de bosser totalement à la fac. Je vais un peu à la fac pour prendre des cours, mais je vais me trouver un job. Je me trouve un job. Je gagne des sous, je mets tout de côté. Et je commence ma prépa, du coup, mi-août. Et là, je me refais une année. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Ça coûte combien de prépa Ah, ça devait coûter, à l'époque... 5 000 francs, je crois qu'on était encore en francs, pour le premier semestre. Enfin, ça a coûté une dizaine de milliers de francs, quoi. Donc, c'était quand même beaucoup de sous. Ah ouais, ça reste une somme. Et à l'époque, ouais, c'était pas la même époque. Donc, effectivement, j'ai bossé pour me payer ça, pour me payer mes vacances, pour me payer les cours. Il fallait acheter les cours. Parce qu'en fait, sinon, t'avais des cours, t'avais des mecs qui se faisaient des cours papier, nickel et tout. Et donc, t'arrivais, t'étais... tout prêt, tout était prêt. Donc tu gagnais du temps. Ouais, il y a un gain de temps. Y a cette inégalité, quand tu la vis, t'es même pas un peu révolté? Non, je suis pas du tout révolté parce que je considère que déjà on est dans un pays où on a la chance d'avoir des études gratuites. Enfin, moi, j'ai pas payé la fac, quoi. Donc, ok, il y a ça à régler, mais quand tu vois d'autres pays, tu te dis, ok, il y a personne qui peut faire médecine quand tu viens de banlieue. Et là, au contraire, non, je me dis pas ça. Je me dis, bon, bah, go, je vais y aller, je vais bosser, et puis je vais me les payer, quoi. Je me suis jamais dit inégalité, truc. Non. La petite inégalité, c'est peut-être éventuellement le fait d'habiter un peu loin de la fac et que du coup, je mettais je mettais plus en notion de temps. Je disais, ah putain, ils habitent à 10 minutes, eux, de la fac. Moi, je mets 1 heure et quart pour rentrer, je perds du temps. Mais ça n'a jamais été une question financière. Ça n'a pas remis même peut-être un peu en cause cette détermination que tu avais en disant genre il y a pas un moment où tu t'es dit bah finalement c'est peut-être un rêve d'enfant que j'avais et que finalement non mais parce juste un rêve, quoi. Il y a le premier concours. Ouais. Mais après, t'es pas sûr de faire chirurgie plastique, en fait. Ouais. Donc, t'as un premier concours et ensuite, après, tu fais toutes tes études dans le doute parce que si tu foires un peu ou si tu n'as pas le classement à la fin du concours, tu peux pas choisir ce que tu veux. Et du coup, j'ai eu aussi deuxième concours, du coup, en 6e année où ça s'est bien passé. Et c'est comme ça que j'ai pu choisir. La première année, alors le standard, tu loupes la première année, ouais. Quasiment comme tout le monde, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui loupent la première année. Ouais. Là, la deuxième première année, détermination. Ouais. Là, tu cartonnes. Ouais, ok. Non, ça passe. En tout cas, ça passe. Ça passe, c'est le principal. Et après, dans ta tête, tu dis, ça y est, le plan est lancé. Le plan est amorcé. Et après, je me dis, ok, fine, on avance là, c'est dans le bon truc. Mais je suis toujours encore, pendant toutes ces années d'études, un peu l'outsider de la fac. Okay. Parce que tout le monde est fils de médecin, radiologue, etc. Et en fait, t'arrives en stage et ils connaissent déjà toutes les pathologies. Tu sais, quand t'as les professeurs qui disent, vous connaissez, non. Oui, ben ils connaissent tout. C'est pas possible, ils connaissent tout. Mais je connais rien, je vais jamais y arriver. Et en fait, ils ont la culture médicale. Et comme c'est une profession, c'est vrai, qui se transmet un peu. C'est souvent quand ton père ou ta mère est médecin, tu fais un peu avocat, notaire, toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai pas du tout de culture. Et donc, je suis totalement l'outsider de ma promo, vraiment. Hein, où je passe même les concours blancs, j'arrive dernier. Enfin, donc je me dis en fait, bon, ok, coup de poker, on verra bien. De toute façon, je continue de bosser. Bon, et finalement, en fait, ça s'est très bien passé. Comment ça se passe que là t'es outsider, ouais. Tu viens d'un autre environnement, tu rentres dans un environnement où presque, j'irais jusqu'à dire que tout le monde se connaît, tout le monde sait à peu près la carrière que tout le monde va faire quand il va être un peu plus âgé, en tout cas plus avancé dans le processus. Tu te fais des amis, t'arrives à te faire... parce que là, il y a deux mondes différents. Est-ce que toi, comment tu te... Je me fais des
connaissances. Dans ma promotion, en tout cas, non, j'avais pas forcément d'amis parce que je me reconnaissais pas en fait. J'avais des potes comme ça, mais je me faisais pas des soirées le week-end ou des trucs, potes de fac, quoi. Donc non, on peut pas dire que j'ai toujours été plutôt épaulé par mes amis d'enfance qui, eux, n'avaient pas forcément fait d'études. Et en fait, c'était un peu mon équilibre parce qu'ils étaient super cool avec moi. Ils savaient que, eux, ils avaient déjà commencé un peu la vie pro et donc je sortais, je payais rien. J'étais vraiment plutôt supporté par mes amis d'enfance. Mais j'ai pas noué fortement de liens à la fac. Comment tu le vis ça? Parce que là, il y a une grosse part de solitude. Genre, il y a les trajets, de là-bas, t'arrives là. Ouais. Comment toi tu le vis à ce moment-là? Écoute, pour moi, la fac, c'était la fac. J'allais pour bosser. C'était déter. Et en fait, comme j'étais assez équilibré de l'autre côté, ça m'a pas plus perturbé que ça. J'y allais vraiment en mode bosser. Et donc, du coup, finalement, en fait, je gagne des points parce que tout le monde était là en train de faire des soirées, des trucs et tout. Et moi, aucun rapport. J'étais, tu viens pas? Non, je viens pas. Non. Donc, finalement, c'est un des meilleurs contextes pour commencer à performer, genre en mode focus. Ah, j'étais focus. Et comme j'avais de l'équilibre à côté avec mes potes, aucun problème. Donc, du coup, c'était vraiment ligne droite. T'étais un peu la rockstar avec tes amis? Parce que moi, je sais que j'ai des potes qui étaient des tronches, il y avait ce truc de, lui, il est dans un... Non. Même pas? Ok. Non, parce que, en fait, je ne parlais jamais. De ce que tu faisais? Non. Pourquoi? C'est parce que pour moi, il y avait une espèce de dichotomie entre ma vie de fac et le reste. Et en fait, quand j'étais avec mes potes, je voulais pas les gaver avec tout le truc. J'étais complètement normal et limite, ok, je fais médecine, ok, mais j'étais pas en train de raconter, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on s'en fout. Et non, j'avais une espèce de double life comme ça avec le pro mais à fond. Et quand j'étais avec mes potes, j'étais à fond avec mes potes et j'essayais d'avoir en fait, finalement, ça m'a apporté un équilibre et je pense que j'ai réussi les concours, etc. parce que j'étais très équilibré. J'ai compris qu'il fallait avoir une vie saine. Mais déjà à l'époque, je me faisais des petits plannings, des emplois du temps très carrés et tout. Et c'est comme ça que finalement, ça a marché. Quand t'avances, au bout de combien de temps tu deviens chirurgien, ça fait? Une fois que tu passes le concours, au bout de la 6e année, t'as un concours où tu choisis finalement ta spécialité. Et encore malgré tout, il y avait encore un petit obstacle. Je savais pas, il y avait 5 places pour être chirurgien plasticien. Ok, et là je suis 6e. Ah ouais. Et tout le monde devant veut prendre ses places. D'accord? Donc là je suis, je rate le truc à une place. Et se passe le premier semestre, le deuxième semestre, donc je bifurque en ORL, ophtalmo, voilà. Ça me plaît pas en vrai, et je me dis, ça va être dur parce que ça me plaît pas. Et là, par miracle, je sais pas pourquoi, il y a la première de la promo qui vient me voir, elle me dit, écoute, moi ça me plaît pas du tout, chirurgie plastique, je vais arrêter. Du coup, tu vas pouvoir prendre ma place. Et du coup, grâce à cette fille, tu vois, le destin, c'est le destin. Ouais. Et grâce à cette fille, j'ai pu rentrer dans le cursus et voilà. Et du coup, j'ai coup de chance. Coup de chance. De dingue. Ouais, coup de chance ou destin. Ouais. Je sais pas. Tu parles encore là, tu lui parles? Non, en vrai, j'y ai repensé il y a pas très longtemps et ça me ferait plaisir de lui dire à quel point ça a changé complètement ta vie. Ouais. Et vraiment, Caroline, elle s'appelle Caroline. Si tu nous écoutes, merci à toi. Imagine, on va aller dans un truc moins sympathique, mais imagine, tu serais pas devenu chirurgien ou t'aurais pas fait ça. Qu'est-ce que t'aurais fait, tu penses? Ah, carrément pas médecine du tout? Je sais pas. Est-ce que t'aurais... Parce que là, pour le coup, concours, 5, 6, concours terminé. Non, si j'avais pas commencé les études de médecine, je pense que j'aurais été dans un truc un peu de design ou un truc en tout cas un peu artistique. Ou architecte ou du design. Tout ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. L'étranger, non? Non. À l'étranger, non? Parce que il y en a qui le font parfois. Maintenant, c'est plus commun, mais à l'époque, franchement, déjà, je faisais Sarcelles Paris, j'ai l'impression que j'allais à New York. Non, j'allais pas aller à l'étranger, non, c'est trop compliqué. Donc, trop cool. Le destin et la chance te font passer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ça y est, genre. Ça y est, ligne droite. Ça y est, le goal, il est. Ça y est, t'es devenu chirurgien. En tout cas, effectivement, sur le papier. T'es chirurgien, comment donc, du coup, t'avances, tu fais ton internat, là, comme tu vois, dans Grey's Anatomy, les petits internes, t'avances, t'apprends, et tu passes dans plein de stages différents, tu fais des rencontres géniales, t'apprends vraiment avec des gens incroyables, mais tu montres pas, toi, que c'était vraiment le truc de ta life, tu vois. T'es là, posé et tout, en vrai, tu vois des gens qui opèrent, t'es trop impressionné,
Moi, je vois tous les gens qui m'ont appris depuis tout jeune, je les trouve extraordinaires. Et d'ailleurs, j'ai vraiment profondément du respect pour la médecine en France, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte en France le niveau de connaissance et le niveau de la médecine, c'est aussi, on brille autant que le luxe en France. Tu vois ce que je veux dire? Genre aux yeux des étrangers, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent se faire soigner en France parce que les médecins en France sont les médecins. Je parle pas que des médecins, évidemment, je parle du système de santé, les infirmières, les aides-soignants. C'est vraiment exceptionnel par rapport à d'autres pays. Et moi, je sais pas, je le vois en fait. Ouais. Je vois tout ça. Je me dis. Waouh, à chaque fois que je suis dans un service, je vois des gens qui viennent se faire soigner de l'étranger et tout, et je me dis, waouh, ils sont forts mes boss et tout, et tout ça, ça me stimule encore plus. Qu'est-ce qui t'intéresse à ce moment-là? Genre, est-ce que tu veux, est-ce qu'il y a différentes spécialités dans la chirurgie? Ouais. Est-ce que toi, là, tu commences à repérer un truc où tu dis, ouh là là, chirurgie esthétique, ça, pas du tout, ça, grave. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient? Alors, en fait, déjà, chirurgie esthétique pure, j'aimais bien parce que j'aime bien l'acte chirurgical en lui-même, mais j'aimais pas l'image qu'on avait. C'est quoi que t'aimes bien? Parce que c'est cette chose-là, je sais à quel point ça peut être aussi pour les gens qui n'aiment pas ça. Ouais. Je pense que j'en fais partie. Il y a un côté répulsant en mode genre rien que d'imaginer. C'est un peu le côté modelant. Je sais pas comment te dire, mais c'est la même chose que quelqu'un qui pourrait faire un plasticien qui pourrait faire une œuvre ou de la sculpture, de la sculpture ou travailler. Ben c'est un peu ça. Et puis il y a le côté aussi résultat quasi immédiat avec et aussi ce qui est super le truc qui fait le plus plaisir en vrai dans ce métier, c'est la reconnaissance finalement des patients. C'est des fois submergent c'est vraiment, des fois je suis submergé d'émotions tellement les gens sont reconnaissants et te le font savoir, et ça c'est vraiment fantastique parce qu'en fait c'est une chirurgie où ça se voit. Ouais. C'est pas pareil. Enfin, les gens devraient être tout aussi reconnaissants, effectivement, avec mes confrères qui vont enlever une tumeur profonde, etc. Mais moi, quand j'enlève une tumeur, elle est superficielle. Ouais. Les gens le voient et on répare quelque chose de superficiel. Et ça, dans la glace, ils se voient, exactement. Ils la voient, ça leur rappelle tout le temps. Ouais. Et il y a une reconnaissance, ça devrait pas, mais qui est un peu plus importante. Et moi, ça me touche en tout cas. Et c'est vrai que à chaque fois, je dis aux gens, vous voyez, là, ce que vous me dites, c'est pour ça que je fais ce job, parce que ça me renvoie une image profondément positive de ce que je fais. Et ça, c'est fantastique. Il y a quelqu'un un jour qui est venu avec quelque chose, et là, pour le coup, tu parlais, on voit qu'il y a de l'émotion. Alors, on a tout de suite assez vu dans ton visage, il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il y a une personne, ou peut-être une anecdote par rapport à ça, où t'as peut-être quelque chose d'anodin, mais ça a potentiellement changé la vie de quelqu'un, ou... Il y a eu beaucoup de fois, mais récemment, je pense à une patiente qui est arrivée dans mon cabinet un peu pète sec, pas très sympa. Ma secrétaire me dit attention, elle a l'air pas très commode et tout. Bon, elle vient, oui, bonjour, je suis envoyé par le dermato, là, elle m'a dit de venir faire chez vous les paupières, à ce qui paraît vous êtes pas mal. Bon, ok, je vois qu'elle est pas très sympa. Et je la regarde pour analyser un petit peu, examiner, et je vois qu'elle a une petite asymétrie entre les deux yeux, mais j'ose pas lui dire parce qu'elle est tellement désagréable que je me dis, elle va croire que je lui dis ça. Je vais commerçant, quoi. Voilà. Donc j'hésite, et puis à un moment, c'est plus fort que moi. Je dis, écoutez, là, il y a un truc qui me chagrine. Vous avez une petite asymétrie entre les deux pupilles et j'ai l'impression que votre globe oculaire il est un tout petit peu plus enfoncé d'un côté que de l'autre. Je dis, et là, je suis désolé de vous dire ça. Et donc, vraiment un désagréable, hein, la nana. Je dis, je suis désolé, mais là, il faudrait faire une IRM. Je sais pas, il y a un truc qui me va pas. Je sais pas pourquoi, j'appelle mon pote qui est radiologue, parce que je pense qu'elle m'était tellement désagréable que je voulais absolument que ce soit carré. Ouais. J'appelle un pote qui est radiologue, je lui dis, ouais, tu peux me trouver un... Il me dit, j'ai un trou, dis-lui qu'elle vienne. Elle y va, pas de nouvelles, aucune nouvelle. 3 semaines après, je reçois une lettre, et j'en ai pleuré, parce que, en fait, cette dame, elle a fait son IRM, et elle avait une tumeur au niveau de l'œil. Elle était peintre. Et mon pote a vu la tumeur immédiatement. Il l'a adressée à l'hôpital dans la journée. Elle a été opérée le soir. Waouh. Et en fait, elle m'a écrit une lettre qui était hyper... c'était touchant parce qu'elle m'a dit, vous m'avez sauvé la vie et la vue.
Du coup, elle a pu garder son œil. Et c'est pour ça que je dis, vous voyez, quand on reçoit des gens pour des choses qui peuvent paraître très futiles, moi, j'essaye toujours, c'est pour ça que, effectivement, Instagram, etc., j'essaye de montrer une image positive de ce qu'on fait, de notre métier à nous, parce que on a toujours cette image de la chirurgie esthétique stupide, bimbo, superficielle et tout, alors que en vrai, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on fait les choses bien, et en tout cas, dans notre pays, tous mes collègues sont des praticiens extra, et l'image qu'on véhicule, elle est pas la bonne. Mais moi, je pense que c'est cool aussi de pouvoir aussi exprimer ça et de voir aussi un peu ton émotion quand tu l'as dit, parce que l'intention, on la connaît, mais je pense qu'elle est vite oubliée parmi la petite partie de personnes qui vont faire des actes chirurgicaux. Est-ce que le mot est adapté? Je pense que tu vas pas forcément être d'accord, mais de complaisance ou trop rapide ou peut-être pas assez réfléchi. Peut-être. Ou alors trop mal influencé sur certains aspects. Toi, quand en tout cas, ils font ce qu'ils veulent, ça c'est certain. Chacun est libre de se choisir, mais il y a quand même sur cet aspect-là un mouvement où l'intention de base, la tienne, c'est de réparer ces gens, qu'à leur donner l'opportunité d'avoir une meilleure confiance en eux. Ce qui est rigolo avec la confiance, en tout cas quand nous on l'a travaillé, quand moi on me l'a appris. C'est l'estime de soi. Et dans l'estime de soi, il y a trois, on peut l'expliquer comme ça en tout cas, il y a trois composantes. Il y a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, d'un acte, la confiance en soi, c'est très personnel. C'est la représentation qu'on a de nous-mêmes, il y a la construction, il y a l'histoire, il y a qu'est-ce qu'on se raconte de nous, qu'est-ce qu'on voit de nous, mais qui part de l'intérieur. En fait, c'est un truc qui est très presque impalpable. Et finalement, ce que toi, tu fais, c'est que tu arrives à résoudre deux potentielles problématiques qui sont l'amour de soi, c'est-à-dire déjà de se voir dans un miroir et d'acquiescer et de se dire en fait, j'apprécie cette personne que je suis en train de regarder. Et la deuxième, c'est l'image. Et en fait, l'image que j'ai envie d'avoir, j'ai réussi à l'obtenir. Et quand je me vois, ça confirme. Donc, ce qui permet la confiance en soi et l'estime de soi au global, qui permet d'ouvrir énormément de portes. Quelque chose, limite, on peut pas le réparer. C'est un travail qui est ultra personnel. Et finalement, toi, avec ce que tu fais, tu contribues à ce genre de choses, en fait, de manière physique, ce qui est très intéressant. Et je pense que c'est peut-être pas suffisamment mis en avant sur le fait que ça contribue à énormément de choses. Exactement. C'est vraiment ce qui me désole, et c'est vrai que j'essaie pas de me battre, faut pas exagérer, mais j'aime bien en fait qu'on parle de cet axe de notre job, et vraiment si on avait le droit de filmer des consultations, on le fait pas parce que c'est pas toléré, mais c'est rempli d'émotions, et c'est tous, même quelqu'un qui vient, même une petite qui a 19 ans, qui a été influencée par des bêtises sur TikTok qui viennent d'autres pays bien souvent, finalement ça veut toujours dire quelque chose. Et je pense qu'au lieu de banaliser ça, il faut prendre un peu de hauteur par rapport aux demandes. Et moi, ça m'arrive à peu près une fois sur deux de dire non. Et dans mon non, c'est pas non, c'est complètement stupide ce que vous voulez faire, ou non, c'est ça. C'est non, vous n'avez pas besoin. Et j'ai appris aussi la portée de ma parole, et je crois que quand je dis non à quelqu'un, que je lui explique qu'elle n'a pas besoin, etc., je la répare aussi en fait. Et donc la réparation, elle peut passer soit par l'acte, soit par aucun acte, mais j'ai cette chance d'avoir j'ai l'impression que quand je leur dis quelque chose, en tout cas, c'est pris très au sérieux, et ça soulage beaucoup, parce que j'ai beaucoup de patientes qui me disent venant de votre part, ça me fait un bien fou. Est-ce quand on se regarde dans le miroir, parce que je pense qu'il y a un vrai rapport avec le miroir, hein, je pense que déjà de manière globale avec le regard des autres, mais on peut peut-être imaginer qu'on n'est pas normal, que cette manière qu'on a, peut-être la forme de notre nez, de nos lèvres, de quelque chose, c'est pas normal par rapport au regard qu'on a sur soi-même, mais par rapport aussi ce qui se passe autour de nous. On voit des gens changer, littéralement. Toi, dans ton spectre, est-ce que tu as vu, par rapport à tes débuts où tu es devenu chirurgien à aujourd'hui, est-ce que tu as vu une évolution des actes de chirurgie changer, s'améliorer, disparaître, des modes? Il y a des modes. Moi, je suis après tout sauf mode, parce que pour moi, ce qui est à la mode se démode, et on peut pas changer son corps et être démodé après. Ça veut dire, les actes sont des fois complètement irréversibles. Donc c'est pour ça qu'il y a certains types d'opérations que je ne veux pas pratiquer. Est-ce qu'on peut savoir lesquelles?
par exemple, je refuse de faire l'ablation des boules de Bichat, qui sont des boules de graisse dans le visage, pour avoir les joues creusées. Je considère que c'est irréparable et que c'est un effet de mode. Donc ça, je ne veux pas le faire. Ok. Mais il y a eu des tendances. J'ai toujours l'impression qu'on a toujours quand même été un peu influencé par la presse. Avant, là maintenant il y a les réseaux sociaux, mais enfin avant il y avait quand même la presse qui avait une image. Il y avait c'était quand même. C'est juste que les médias ont un peu changé, mais on avait des émissions télé. Ouais. La télé, c'était très fort. Maintenant, la télé, ça l'est beaucoup moins. Mais enfin, on a toujours été, je veux dire, les top modèles des années 90. Quand on était petit, elles étaient là et ça a influencé toutes les jeunes filles. On va pas se mentir. Donc, c'est pas nouveau. Simplement, ce que ça a démocratisé là, avec les réseaux sociaux, c'est l'accès à la connaissance via des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes personnes pour donner la connaissance. J'entends par là que quand moi je vais faire, ou moi ou mes collègues avec des comptes Instagram de médecins, etc., on fait un peu on fait de l'information en fait, et cette information, au moins, elle est cadrée, elle est carrée, et on dit des choses vraies. Et ça, c'était effectivement très sélectionné avant, parce que quand on allait en télé, etc., c'était déjà sélectionné. Là, le problème des réseaux, c'est que ça vient de partout. Ouais, c'est partout. Et l'information vient de partout, elle n'est pas vérifiée. Donc, on a des fausses informations, ou on a aussi des informations qui viennent pas forcément de France. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas pour les plus jeunes. Est-ce qu'on pourrait pas brouiller certes des comptes qui viennent de l'étranger qui polluent les choses? Tu penses qu'en France, on est sur la bonne voie? Parce que je l'espère. Ouais. Moi, je crois fortement qu'il faille légiférer en tout cas tout ça, et qu'il y ait un cadre qui soit plus précis. Et on a eu le souci, on a toujours le souci des fausses injectrices. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas médecins et qui injectent des patients avec des produits qu'ils achètent à l'étranger pour moins cher. Et je ne remets jamais en cause les patients, parce que faut se mettre à la place des gens. Pour certains, c'est beaucoup de sous, mais ça doit être vraiment bien encadré, et le problème a été pris au sérieux maintenant grâce à la participation et à l'implication de tous mes confrères. La chirurgie esthétique pendant un bon moment était quasiment reliée quasiment directement avec l'influence. Parce que il y a finalement l'influence, l'extérieur, les réseaux sociaux. Toi, t'as quel rapport? Quand on tue sur les réseaux sociaux, moi, je la connais la réponse. Mais finalement, toi, est-ce qu'il y a des gens qui viennent et qui veulent je veux comme cette influenceuse, je veux comme ce mec, je veux comme ce truc, qui sont influencés par ça, et ce que ça peut faire. Alors je sais pas si moi je sais pas si j'ai un biais de sélection, parce que effectivement, comme sur Instagram, je laisse beaucoup la place à mon nom, j'explique beaucoup les choses, et en fait je mets beaucoup de second degré et d'humour dans ce que je mets. Du coup, les gens savent que venir chez moi, enfin c'est pas pour de la rigolade. C'est-à-dire que je vais jamais dire oui pour rien. Si vous venez avec une photo de quelqu'un, je vais évidemment vous envoyer balader, etc. Parce que j'ai pas cette dimension de je veux ça et j'aurai ça. Pour moi, moi, comme je vous le dis depuis le début, je répare des complexes. Donc si je pense que je peux réparer, je vais réparer. Mais et du coup, j'ai un biais de sélection à mon cabinet où j'ai pas forcément des gens qui vont me demander des choses comme ça. Mais en tout cas, je pense que ça a pu ouvrir la voie à bon nombre de consultations, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont aller consulter, mais finalement on a la chance quand même en France d'avoir des vraiment, je le dis parce que je le pense, des confrères on est vraiment très impliqués avec les patients, et le non, on a tous appris à dire non, et on a tous appris à raisonner les patients, et beaucoup plus que dans d'autres pays, ce que je vois. Et l'éthique est forte, et même si ça amène à consulter, finalement, on va être face à un mur, parce que le médecin va dire non, là, vous êtes beaucoup trop jeune, ou non, il faut pas le faire. Et ça, c'est important. Toi, en tant que chirurgien, il y a aussi une énorme part, en fait, tu es aussi entrepreneur, devenir chirurgien, gérer une clinique, ses clients, il y a une grosse part entrepreneuriale, et il y a aussi cette part d'être connu. Aujourd'hui, tu es connu comme Dr Beauty. D'où vient ce surnom? Alors, il vient de rien. Il vient d'un compte Instagram qui était complètement mon compte privé. Avec mes potes, on était 30 abonnés. Finalement, je vois que je mettais exactement le même contenu quand j'avais 30, 60, 100 abonnés d'amis, et tout le monde était mort de rire.
Et en fait, au fur et à mesure, tout le monde me dit, mais allô, c'est tellement drôle. Et c'était au tout début, et on me dit, mais tu te rends pas compte, ça va faire rire tout le monde, ça fait rire tout le monde, ça fait rire tout le monde. Et en fait, j'ai testé, j'ai ouvert le compte en public. Et en fait, je voyais que je faisais rire vraiment des gens. Et en fait, finalement, je faisais rire, mais je faisais passer aussi des messages. Et en fait, avec cette espèce d'autodérision sur moi-même, parce que je suis comme tout le monde, je prends du poids, je grossis, je vais essayer de faire du sport, le summer body, etc. Je donne des conseils en fait finalement d'hygiéno-diététique, ne pas fumer, faire du sport, etc. Donc ça c'est très important. Je fais de la prévention aussi au quotidien. Je fais pas j'ai pas envie de montrer de la chirurgie esthétique, j'ai envie de faire de la prévention médicale des facteurs de risque de santé pour être en bonne santé et se sentir bien dans son corps. Et ben tout ça, l'humour, les messages sur mon job et toutes ces règles de vie font que ça a un peu pris. Et oui, c'est marrant, mais j'ai jamais eu envie. Je trouve ça sympa d'être interactif et de répondre aux questions des gens, et je trouve ça sympa en fait finalement d'apprendre, de faire un peu d'éducation. Je trouve ça cool, et c'est juste la possibilité de le faire, quoi. Comment on fait pour devenir Comment on fait pour être reconnu en tant que chirurgien? Parce que je pense que t'es pas le seul à faire ce type de choses, mais il y en a qui sortent du lot, comme toi, aujourd'hui. Je crois pas sortir du lot. Je pense que j'ai eu de la chance d'être juste un peu plus visible. Et je crois pas être meilleur qu'un autre. Vraiment, c'est uniquement un peu de chance d'être un peu visible. Je pense que c'est les rencontres, comme tout dans la vie. Il y a des gens qui, voilà, j'ai fait des belles rencontres avec des gens qui m'ont appris des choses, qui m'ont aussi donné confiance en moi, et du coup c'est plus facile effectivement la confiance pour pouvoir parler avec toi ici, ou faire un peu de télé, ou faire un peu de radio, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui m'a... C'était voulu de vouloir être Non. au moins reconnu Absolument pas. un peu plus publiquement, on va dire. Franchement, pas du tout. J'ai jamais voulu ça. Après, je t'avoue que non, en fait, ce qui était très sympa, c'est vraiment l'interaction avec les gens, parce qu'en fait, je reçois beaucoup de messages tous les jours, et effectivement, tout le monde me dit, mais comment tu fais pour répondre? Bah, en fait, quand j'ai un trou, typiquement, je suis au bloc, la patiente, elle est pas endormie la minute d'après. Il y a la patiente qui va se réveiller, on va faire le ménage, on va nettoyer, on va préparer la salle, hein. Donc j'ai toujours un petit battement de 30 minutes. Et en fait, ce battement de 30 minutes où moi je me pose, je prends un café, ben je réponds, docteur, j'ai vu cette technique, qu'est-ce que vous en pensez? Ben non, ça c'est pas super, allez voir mon confrère à tel endroit, vous habitez où? Ben allez voir ce monsieur, il est super, etc. Et en fait, je fais ça au quotidien, et ça me plaît d'être en interaction avec plein de gens. Mais j'ai pas rien de plus, quoi. C'était pas une vocation pour toi de te dire je veux être reconnu et être connu comme étant la personne qui fait des chirurgies pour des gens un peu famous ou... Alors franchement, pas du tout, parce que sinon je serais pas resté à l'hôpital. Justement, au contraire, j'essaye tout le temps. Et ça m'arrive, et c'est un peu à double tranchant, parce que des fois je reçois des messages où limite ça me bouleverse, parce que c'est vraiment pas du tout mon univers. J'ai reçu, oui, bonjour docteur, je rêverais de venir vous voir, mais je sais que vous ne prenez en charge que des stars. Et là, pour moi, c'est pas possible en fait d'entendre ça. Et du coup, j'ai dit donnez-moi votre numéro. Hop, je fais appeler ma secrétaire, je lui donne rendez-vous demain. Il vient de vous donner le truc pour avoir un rendez-vous demain. Genre, vous venez d'avoir le truc pour avoir un rendez-vous demain. C'est quelque chose que je déteste en fait, parce que je soigne vraiment tout le monde, et j'aurais pu ne travailler que en privé. Et en fait, je travaille la moitié du temps à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, où je fais de la réparation et des cancers de la peau, et pour pas grand chose. Et si j'avais voulu justement prendre cet axe, ça fait belle lurette que je serais parti de l'hôpital. Alors je reste très profondément attaché à mon service et au professeur Mimoun, qui est encore le patron de ce service et que j'avais consulté donc quand j'avais 18 ans, et qui est pour moi mon mentor, et qui est comme un père, et qui m'a beaucoup, j'irais presque tout appris. Est-ce que t'habites toujours à Sarcelles? Non. Parce que là, finalement, l'histoire n'est pas terminée, hein, longue vie, Oren, hein, bien évidemment, mais là, le changement de vie radical, tu passes d'une vie aussi, elle a une vie aujourd'hui, en plus t'es papa, je crois que t'as deux petites filles, trois petites filles, cadre de vie totalement différent. Comment tu vis cette vie? Je la vis plutôt sereinement, parce que j'ai pas l'impression de l'avoir volée. Donc je suis très apaisé par rapport à tout ça. Et en fait,
J'ai plutôt envie de montrer une image positive que finalement on peut venir de... Moi, j'aime pas qu'on décrit la banlieue comme un endroit horrible où on peut pas s'en sortir. Alors oui, il y a des difficultés. Oui, c'est pas facile pour tout le monde et il y a sûrement des barrières que je n'ai pas eues. Mais quand même, on est dans un pays où on peut faire des études. Et j'ai pas eu de passe-droit, j'ai rien eu du tout. Je me suis tapé et j'ai bossé. C'est moi qui bossais 6 jours sur 7 dans une pharmacie pour pouvoir me payer mes études et qui partait en vacances avec cet argent que je gagnais. Et rien que pour ça, maintenant, le fait effectivement de vivre bien, oui, je vais pas mentir, tout va bien. J'en suis fier. C'est une super réussite. Ouais. Le parcours est aussi intéressant. Et je pense que c'est aussi intéressant de dire, de te voir de où est-ce que tu pars et où est-ce que tu es aujourd'hui pour dire, ouais, chirurgien, c'est aussi accessible à absolument tout le monde. Mais même si vous voulez pas devenir chirurgien, si vous voulez faire autre chose dans votre vie. Autre chose. Ouais, bien sûr. C'est en fait, j'ai l'impression, c'est un peu cliché, mais franchement, j'ai fait vraiment ce que je voulais. Ouais. Et j'ai eu cette chance de pouvoir y arriver mais j'ai quand même l'impression que, alors il peut y avoir des bâtons dans les roues, mais on est quand même dans un pays ça reste encore possible si on se bouge le cul. Si on se bouge le cul. Si tes enfants plus tard viennent te voir en te demandant je veux changer quelque chose chez moi, ce serait quoi ta réaction? Comme avec une patiente lambda, ça dépendra un petit peu du contexte et de la possibilité. Et est-ce que j'estime que je fais assez confiance en mon bon sens. Je sais pas comment je réagirais. En tout cas, j'opérerai pas, ça c'est sûr. Ouais. On n'opère pas les gens de sa famille. Non. Ouais. Il y a trop d'affect. Ouais. Je pense qu'aussi. Non, faut faire confiance et adresser. Et voilà, on peut être submergé d'affect et ne pas raisonner de manière pragmatique si on opère. On arrive à la fin. Est-ce que tu as, est-ce qu'il y a un succès ou un sacrifice que tu as fait pendant ce parcours? Peut-être que tu peux nous dire pour terminer sur ça, pour une touche soit un peu inspirante, soit humour, parce que tu es quelqu'un de très drôle quand on te suit sur les réseaux. Moi, je t'ai connu, comme je te disais au début, aussi un peu et beaucoup grâce à ma femme qui m'a dit il est trop drôle. Elle va me demander un rendez-vous juste après. Je vais essayer de faire ça avec toi. Faut voir avec la mienne. Alors. Blague à part, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous partager? Non, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir rencontré ma femme qui finalement a été très présente à mes côtés au tout début. Elle m'a connu jeune et elle n'était pas là en train de se dire il va être chirurgien celui-là. Elle m'a connu, j'étais rien du tout et elle m'a toujours supporté. Elle s'est toujours mise un peu à l'écart, un peu dans l'ombre et je sais que ça a été un sacrifice pour elle et j'aimerais maintenant, en fait, moi j'ai atteint quelque chose, je me suis fait plaisir dans ma vie accomplie et ce qui me ferait plaisir maintenant c'est que elle fasse ce dont elle rêve et que moi je me mette un peu de côté. Elle rêve de quoi ta femme? Il faudra l'inviter. Et tu sais quoi, il me reste une place. Là, ça peut aller très très vite. Moi aussi, on peut peut-être la faire la fois prochaine. Mais en tout cas, merci beaucoup Oren. Je suis très content d'en avoir appris un peu plus sur toi. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Tantôt, j'espère à très vite. À très vite. C'est le moment, c'est l'after podcast. C'est la séquence qu'il y a à la fin dans le podcast où là on est un peu plus détente, en tout cas un peu moins qu'on fait le podcast. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou que tu aimerais qu'on aborde plus? Je sais qu'on n'a pas trop parlé de toi à titre perso, de ta vie de papa par exemple. Ouais. Est-ce que là-dessus, c'est un sujet que t'aimes bien aborder ou que tu aimerais aborder? J'ai pas de souci avec ça. J'ai toujours été entouré de femmes et en fait, j'ai eu 3 filles, tu vois. Donc je suis le seul mec à la maison. Et toute la journée, c'est vrai que je suis avec, au cabinet, j'ai mon assistante, mon infirmière, ma femme qui bosse aussi un peu avec moi. Et on va pas se mentir, j'ai 90% de femmes qui viennent au cabinet. Donc je suis beaucoup entouré de femmes, effectivement. Ouais. Et c'est très inspirant parce que du coup, j'ai plein de modèles comme ça. Et en fait, je sais pas, j'ai un espèce de... J'ai un truc, c'est que je pense avoir un sens un peu
féminin. Et c'est pour ça que je m'entends très très bien avec les femmes et que j'arrive à les comprendre et que j'arrive à répondre un peu à leurs attentes. Et j'ai eu 3 filles et effectivement, bah, ça se répète, quoi. Comment tu te décrirais en tant que papa? Genre, comment t'es? Parce que là, vous étiez 3 garçons. Là, tu as 3 filles. Genre, comment tu te décris, toi? Je suis papa aussi, hein. On peut parler entre papas, ça reste entre nous. Très honnêtement, je travaille beaucoup. Ouais. Et en fait, je suis plutôt un peu... Bah, tu vois, quand on te parlait de la confiance en soi, moi, je suis pas très confiant sur le mode papa. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être, par rapport à des potes, très en dessous. Parce que je ne suis pas super présent. Mais je pense que quand je suis présent, je suis là. Et j'ai l'impression quand même, elle me dit, ma femme, que je me suis beaucoup amélioré ces 2 dernières années. Je passe beaucoup plus de temps avec les enfants. Je leur fais faire des trucs, plein de choses. Et j'essaie de leur montrer beaucoup de choses. Chose que je ne faisais pas avant parce que j'étais à fond dans ma carrière. Et là, je prends beaucoup de temps pour les enfants et parce que j'aime ça maintenant. Les temps de qualité, c'est un truc qui revient beaucoup. Hein. Avec beaucoup, qu'on soit papa ou maman, c'est un truc qui revient beaucoup. Ces temps de qualité, je suis un peu pareil. On se ressemble sur pas mal d'aspects quand même. Hein. Il y a beaucoup d'endroits où je pense qu'on est un peu pareil. Tu voulais être papa? Si je veux te détendre, ça peut détendre. Moi, je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfant. Moi, j'avais pas de position. J'en ai 2. Mais moi, j'avais pas de position particulière. Non, j'ai l'impression que je me suis. Alors ça, pour le coup. Ça mûrit. Non, c'est venu un peu. J'étais pas une volonté de faire d'être papa, ni de me marier, mais ça s'est venu en fait spontanément. Mais j'y ai pas réfléchi. Si tu veux, j'étais plus dans les études, les trucs et tout. J'ai jamais conceptualisé les choses comme ça. Mais non, je suis très content maintenant d'avoir 3 filles. De leur apprendre plein de choses. J'espère qu'elles sont fières de moi et j'espère leur avoir. En tout cas, je crois que je leur ai transmis un peu le côté humour et second degré beaucoup. Ça, c'est s'il y a un truc vraiment qui ressort là de l'éducation de mes filles, c'est qu'elles ont beaucoup de second degré et que j'ai l'impression qu'elles charrient beaucoup et c'est un peu moi ça. J'ai envie d'aller sur un sujet. Comment tu as rencontré ta femme? Parce que moi, par exemple, ma femme, je l'ai rencontrée, c'était ma meilleure pote quand j'étais au lycée. Ok. Et en fait, on n'était pas du tout en couple à l'époque. Et on s'est revus plus tard. Donc en fait, moi, j'ai la chance d'avoir ma femme. C'est en même temps ma femme, ma meilleure amie, la mère de mes enfants. Donc on a un lien très fort. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble avec ta femme très aussi. Longtemps. Donc j'ai envie de savoir, toi, aujourd'hui, comment tu as rencontré ta femme? En fait, ma femme, je la connaissais d'amis. Donc quand je sortais de temps en temps avec mes potes, alors que j'étais en 2e, 3e, 4e année de médecine, et en fait, je la trouvais sublime. Et en fait, à chaque fois, j'étais perturbé. J'ai dit, c'est pas possible, c'est qui celle-là, etc. Et en fait, elle en avait mais rien à foutre de moi. Et un jour, je l'ai vue en vacances. Et donc, j'ai vraiment abordé le truc. Je l'ai croisée en boîte en vacances. Et je l'ai vraiment draguée comme je fais jamais parce que je suis pas du tout un dragueur. Et je l'ai vraiment travaillé. Et ça a marché. Ça a mis du temps? Non. Donc, tu fais jamais, mais tu es plutôt bon dans la drague, quoi. Non, je le fais jamais, mais je sais pas, j'étais déterminé là aussi. Et ça a bien marché. Combien de temps que vous êtes ensemble? Ah là là, depuis... Savoir si je te bats en termes d'année de mariage. 2006. Ah, t'as gagné. 2006, depuis 2006. Trop cool. 4e enfant, c'est la question horrible. Je pense pas. Non, je pense pas. Tu vas pas tenter le garçon? J'avais envie, mais c'est quand même beaucoup de boulot et en vrai, faut être quand même présent. Et j'avoue que c'est assez facile, les filles. C'est un petit peu plus facile. J'ai un garçon et une fille. Ma fille, c'est pas pareil. Garçon-fille, elles sont franchement. Et puis il y a papa. C'est papa. Il y a papa et puis c'est plus calme quand même à la maison. Ça demande moins de temps. J'ai l'impression, tu vois, elles vont pas me demander si on est en vacances, elles vont pas me demander toutes les 5 minutes de faire quelque chose. Elles savent jouer ensemble, etc. Les garçons, il faut les occuper. Donc finalement, je laisse un peu le destin. Tu vois, c'était 3 filles. C'était peut-être on savait que j'allais pas pouvoir donner autant de temps que ça et que fallait pas peiner quelqu'un, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou tu aimerais qu'on aborde plus sur ce moment qu'on a ensemble là? Tu veux parler de quoi? Je sais pas. Il y a un côté drôle. C'est ce côté drôle quand on te suit sur les réseaux, qu'on te connaît, ça vient d'où chez toi ce côté-là drôle? Non, c'est peut-être le côté juif tunisien qui ressort. Mais non, en fait, j'ai toujours eu beaucoup de second degré, d'autodérision sur moi-même. Et en fait,
le fait d'être finalement comme tout le monde, de venir d'un milieu comme tout le monde, d'avoir été plus gros, plus mince, obligé de se taper au sport pour ressembler un peu à quelque chose, faire attention à soi, ne pas fumer, etc. Ben, en fait, tout ça, j'ai compris, parce que les gens, en fait, quand je mets des stories au sport, en fait, j'ai pas l'impression, en fait, finalement, les retours des gens, il est trop sympa parce qu'ils me disent « Ah là, vous m'avez motivé à aller au sport. J'ai pas de retour, genre « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, il met son sport, on s'en fout. » Non, en fait, à chaque fois, j'ai des messages trop sympas de gens qui me disent « Ah, ça me stimule, ça me booste. Ah là, ce que vous avez mangé, là, parce que je mets toujours des trucs où c'est quand même assez… Ah, ça me donne envie, etc. Vous prenez un peu de collagène, est-ce que c'est bien, vous faites ci, vous faites ça. » Ben, en fait, j'aime bien finalement partager avec humour tous les bons plans pour être en bonne santé. C'est un peu aussi le rôle d'un médecin de pouvoir balancer des bonnes infos. Et si ces bonnes infos, elles passent mieux comme ça, eh ben, on continue comme ça. C'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux, toi, aujourd'hui? Ben, là, genre, déjà peut-être en tant que médecin et après en tant que consommateur de la plateforme, des plateformes. Alors, j'avoue que je suis soit des amis, soit des gens proches, soit des comptes un peu inspirants. Bon, après, je suis attiré par beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. J'aime la musique, vraiment, j'aime beaucoup la musique. D'ailleurs, j'ai envie d'une autre carrière en ce moment. J'ai envie d'être DJ, mais ça, c'est encore autre chose. Un autre podcast. C'est parti. Et donc, je consomme un peu les réseaux sociaux comme ça. Et après, non… alors, c'est dur parce qu'au début, on fait un peu du tout venant et tout, et j'essaye maintenant d'affiner et de faire vraiment le mieux que je peux. Je peux avoir fait des bêtises, des erreurs ou des choses, mais en tout cas, j'essaye de faire le mieux possible pour donner les meilleures informations au bon moment et essayer d'être le plus pertinent dans ce que je dis. Et j'ai aucun autre but, et j'ai pas plus envie de monter de trucs, je m'en fous. En fait, ce que je veux, c'est… Si j'ai une petite communauté sympa qui me suit et qui a envie d'apprendre des choses, bah, si je peux apporter toute cette information et de l'apporter de manière ludique et qu'elle marque les esprits, bah, c'est que j'aurais réussi un truc, quoi. Tu fais tout toi-même sur les réseaux sociaux? Ouais, je fais tout seul. Tout seul? Ouais. C'est bien. Mais j'ai appris via celui qui est devenu mon meilleur ami, qui s'appelle Raphaël Simacourbe, que vous devriez inviter, qui est influenceur. Place de ta femme, peut-être, une journée de place. Que j'ai rencontré il y a maintenant 7 ans. Et au moment où je démarrais un peu les choses, et lui était déjà très influent sur Instagram. On est devenus cul et chemise, on est tout le temps ensemble. Et en fait, il m'a éduqué un peu sur cette plateforme. Et dessus, il m'a appris à me donner confiance en moi. C'est quelqu'un qui a un regard sur les choses qui est déjà très bienveillant tout le temps et qui arrive toujours à faire sortir les meilleures choses de chaque personne. Et moi, je me rappelle, la première fois, il me dit « Mais attends, je vais te prendre en photo, tu vas le mettre sur ton compte. » J'ai dit « Non, mais attends, je suis horrible, ne me prends pas de photo à moi, aucun rapport et tout. » Prends une photo, 2 photos. Je dis « Mais comment cette photo, elle est bonne là? C'est incroyable ça !» Et en fait, c'est quelqu'un qui arrive à faire sortir le bon de chaque personne. Et c'est lui, en vrai, qui m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu conseillerais à un chirurgien d'aller sur les réseaux sociaux? Parce que là, t'es présent, il y en a de plus en plus qui sont présents, mais est-ce que, de manière globale, les médecins et le corps médical devraient aller sur les réseaux sociaux d'après toi? En fait, français. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, je trouve que les informations doivent être données par les personnes qui connaissent. Ouais. Et il faut vivre avec son temps, on avance, et je préfère que les informations elles viennent de mes confrères, des gens qui ont fait des études et qui sont diplômés, plutôt que d'avoir des informations qui viennent du tout venant, de tout et n'importe quoi. Et au moins, l'éducation et la prise en charge des gens, elle sera bien cadrée. Donc effectivement, je crois que c'est important que les médecins puissent, ou le corps médical puisse au moins réguler des choses. On apprend, il y a des comptes de radiologues, il y a des comptes de neurologues, il y a des comptes de plein de choses qui apprennent vraiment beaucoup de choses sur les pathologies. Et c'est intéressant maintenant que ce soit didactique, tout comme il y a eu des sites internet. Maintenant, il y a des réseaux sociaux pour apprendre des choses et donner de l'information. Excuse-moi, quand je vois un compte de cardiologue qui dit en cas de… vous voyez quelqu'un qui s'effondre dans la rue, il faut faire ci, ça, je trouve ça super. Ouais. Je trouve ça super. Et si les messages passent, c'est cool. Parce qu'il y a quand même dans le milieu médical, pour avoir discuté avec 2-3 chirurgiens ou d'autres personnes qui sont dans le médical,
il y a ce truc de un peu le syndrome de l'imposteur dans le corps médical. Il y a ces années d'études qu'il faut acquérir, après ces années d'expérience pour parler d'un sujet un peu spécifique. Il y a des gens qui sont ultra spécialisés. Et je sais qu'il y a une peur derrière qui est en fait, je suis qui, moi, pour prendre la parole. Pour prendre la parole. Il y a ce truc qui est très... Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Qui veulent pas prendre la parole. Ouais, en disant, ah mais moi, attends, limite à juger rapidement. Des gens qui le font, non, attends, mais il n'a même pas 10 ans d'expérience. Comment il peut se permettre de parler d'un sujet alors que finalement, l'intention de base, c'est d'informer. Ouais, c'est d'informer, de donner l'opportunité aux gens de comprendre. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Y a toujours quelqu'un qui va retrouver à redire. Je pense que moi, il doit y en avoir qui se disent pour qui il se prend celui-là un truc. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? De toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais moi, je vois tellement les choses avec bienveillance et je ne vois pas ce côté-là que je ne serai jamais... moi, je me dis, les gens sont... Tu vois, je n'ai pas été éduqué avec une façon de voir belliqueuse, etc. Pour moi, quand je vois des comptes comme ça, je trouve ça super. J'ai des confrères qui font des trucs géniaux sur Instagram, des contenus canons. Coucou à Frédéric Lange, que j'adore. Et en fait, c'est super finalement d'avoir la possibilité d'éduquer un petit peu les gens et de donner des informations précises. Alors si maintenant ça passe par des vidéos et pas de la presse ou des magazines ou des lectures d'études ou exactement. Voilà. C'est aux médecins aussi de comprendre la nouvelle manière de communiquer, tu penses? Je pense qu'en fait, il faut respecter les volontés de chacun. Si vous avez envie de communiquer, why not? Si il y a toujours eu de toute façon des médecins qui étaient plus communicants que d'autres et qui avaient un peu le lead dans la parole. Et il y avait des médecins qui étaient plus dans l'ombre, etc. et qui travaillent de manière fantastique. Chacun faut respecter. C'est pas parce qu'on est médecin qu'on est tous sur le même moule. Okay. C'est comme dans toute profession. C'est pas la profession qui fait la para. On n'est pas tous faits de la même façon et faut respecter. Moi, je respecte tout le monde. Trop cool. Est-ce que tu as une dernière chose sur ces dernières secondes sur cet after podcast? Non, je voulais te remercier. C'est moi qui te remercie. on va se dire au revoir, on va se faire le petit câlin d'au revoir. Allez, merci. Merci beaucoup, Red. C'était trop cool. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode.